Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui est le 11e webinaire d'une collection organisée dans le cadre du projet Climavège. Je suis Solène Le Hérisset, je travaille à Végépolis Valley et nous sommes chefs de file de ce projet. Je tiens avant tout à remercier Aline Vandeval de la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire pour la coordination de cette action dans le cadre du projet pendant les 4 années et tous les partenaires bien sûr qui ont contribué aux résultats qui vont vous être présentés ce matin. Sur la dia suivante, c'est une dia très classique qui représente les modalités pratico-pratiques d'organisation de tout webinaire. Donc, nous vous remercions de penser à couper votre micro pour une meilleure qualité de son pour tous, d'utiliser l'onglet Conversation pour poser vos questions tout au long du webinaire. Il y aura un petit temps de réponse à vos questions après chaque intervenant, donc n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure. Et je vous informe aussi que le webinaire est enregistré, et donc un replay sera disponible dans les jours qui viennent. Pour revenir au projet, sur la dia d'après, donc Climavège est l'association de deux mots, climat et végétal. C'est un projet qui porte sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. Il a démarré en février 2021 pour une durée de 4 années. Il implique 80 partenaires et autour de 24 tâches de travail. L'ensemble des actions sont articulées autour du triptyque que vous voyez à l'écran, la eau, sol, plante, et sont de nature vraiment variée. Il y a à la fois des actions d'ateliers participatifs de co-conception autour de différentes thématiques, des travaux de recherche ou encore des travaux d'expérimentation. Donc vous l'aurez compris, là on arrive à la fin du projet, donc c'est la raison pour laquelle nous organisons cette série de webinaires. Je vais maintenant m'éclipser, laisser la main à Aline pour Et ça, l'animation ça du s'éteint quand webinaire même. et n'hésitez pas à poser vos questions et en tout cas c'est vraiment le bon moment pour participer. Donc je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Solène, bonjour à tous. Donc effectivement, ce matin, on va partager ensemble les principaux résultats de la tâche 3.1 du projet Climavège, donc qui était dédié à la couverture des sols comme levier d'adaptation au changement climatique. Donc en termes de déroulé, je vais tout d'abord vous rappeler les objectifs et le cadre méthodologique de cette action. Et puis ensuite, on balayera les différents résultats, les principaux résultats du projet. Donc à la fois sur les couverts qui ont été semés avant la récolte ou dans les jours qui suivent avec Florence Léon de la Chambre d'agriculture Pays de la Loire. Ensuite, on abordera deux autres stratégies que sont les couverts semés à l'automne ou en sortie d'hiver dans une culture en place avec Thomas Quenier du CIVAM Bio 53. Enfin, on aura un retour d'expérience sur des essais qui ont été mis en place sur la gestion des écartements maïs avec un couvert en interrang par Céline Bourlet de la Chambre d'agriculture. Et enfin, on terminera par une présentation de la démarche qu'on a mis en place autour de la combinaison de leviers à l'échelle d'un système de culture, que je vous présenterai et pour laquelle Sixtine Fovio de la Chambre d'agriculture témoignera. Alors, sans plus tarder, les objectifs et la méthode au sein de cette action. Donc, pour travailler sur la couverture des sols comme levier d'adaptation au changement climatique, on a choisi d'étudier la faisabilité de 7 stratégies de couverture des sols au sein de cette tâche, en se posant des questions à la fois sur quelles pratiques sont adaptées dans quel contexte, et puis quelles conditions climatiques sont favorables à ces stratégies, quelles conditions climatiques aujourd'hui, dans un climat d'aujourd'hui, et quelles conditions climatiques dans le climat de demain. Donc, on a fait des choix en début de projet avec les différents partenaires en termes de stratégies qu'on allait vouloir suivre et évaluer. Donc, nous avons décidé de suivre 7 stratégies, donc des différentes stratégies de couverture, donc de semis de couvert dans pour gérer des intercultures courtes ou longues, donc semis d'un couvert à l'automne en même temps qu'une céréale, en sortie d'hiver dans une culture en place, ou alors dans le mois qui va précéder la moisson d'une céréale, ou bien dans les jours qui suivent cette moisson. Ce sont 4 principales stratégies dont on va vous présenter des résultats, mais on a également suivi des parcelles en couvert pluriannuel,
des parcelles sur lesquelles on avait des variations d'écartement de rang de maïs, et également quelques parcelles en relais cropping, donc avec 3 cultures en 2 ans. Aujourd'hui, on vous présentera pas les résultats de la stratégie couvert pluriannuel et relais cropping par manque de temps. Alors, pour travailler sur ces différentes stratégies, on a combiné différentes échelles de travail. Alors, on a eu un réseau de parcelles chez des agriculteurs qui mettaient en place l'une ou l'autre de ces stratégies et qu'on a suivi de manière à identifier des conditions de réussite de ces différentes stratégies. Euh, on a également travaillé avec des plateformes expérimentales, trois fermes expérimentales. Et puis, on a également eu une réflexion autour de la combinaison des leviers à l'échelle d'un système de culture. On va balayer ces 3 échelles et tout d'abord commencer par le réseau de parcelles. On a suivi au cours du projet 184 parcelles réparties sur toute la région des Pays de la Loire et réparties sur ces 7 stratégies. Nous nous étions fixés comme objectif d'avoir au moins 20 parcelles pour chacune de ces stratégies, de manière à pouvoir à tirer des conclusions de nos suivis. C'est ce qui a été réalisé pour l'ensemble des stratégies, alors sauf pour le relais cropping qui était peut-être un peu plus exploratoire en termes de, de stratégie et de réalisation sur le terrain. Toutes ces parcelles ont été suivies par les différents partenaires de la tâche que je tiens à remercier. À la fois les GAB 44 et 85, le Sylvain Bio 53, les CUMA, l'Union des CUMA, l'APAD et la Chambre d'agriculture, et on a bénéficié de l'appui méthodologique d'INRAE pour la création et l'analyse des résultats de ce réseau. Sans plus tarder, du coup, je vais laisser la parole à Florence, alors qui va nous parler des résultats sur les 2 stratégies semis avant la moisson et semis juste après la moisson. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Du coup, on va commencer par la première stratégie qui était le semis avant moisson. Donc déjà, l'objectif de cette stratégie, c'est de pouvoir permettre à des couverts de se développer de bonne heure et même d'avoir des couverts déjà levés, jeunes, mais levés quasiment dès la moisson. Donc pour cela, on a suivi, comme disait Aline, on a eu nos vingtaines de parcelles, sauf qu'après, dans l'exploitation des résultats, seulement 16 parcelles ont pu être vraiment observées, suivies et analysées derrière. Donc ces observations, elles ont lieu entre 2021 et 2024, avec une année très compliquée qui était 2022, ça j'y reviendrai, enfin, je pense que tout le monde se rappelle, année très sèche, et du coup c'est vrai que c'est compliqué de faire des semis en conditions très sèches. Donc voilà, du coup, les parcelles qui étaient suivies, elles ont été suivies essentiellement en agriculture conventionnelle. Il y avait une parcelle en bio. Évidemment, on est sur des semis de couverts à la volée, puisqu'on est dans la culture en place. Donc, il y a 3 parcelles qui ont été semées en drone et le reste a été semé via des épandeurs à engrais et différentes techniques qu'ont pu utiliser les agriculteurs. On a vraiment respecté, de toute façon, les pratiques que les agriculteurs faisaient. On était en sol aussi principalement limoneux. Et puis, au niveau des pratiques, la moitié des parcelles recevaient régulièrement des matières organiques, c'est-à-dire à peu près 1 an sur 2. Donc ça, c'est un peu les caractéristiques des parcelles qui ont été suivies. Pour évaluer après, Aline vous a parlé là, des conditions d'échec et de réussite des parcelles. Donc on a évalué pardon, deux choses qui sont d'abord la biomasse et la couverture. Donc on a estimé que lorsque la biomasse était inférieure à 2 tonnes de matière sèche et la couverture inférieure à 3, donc vous voyez aussi l'échelle en dessous pour estimer la note couverture, donc c'est-à-dire une faible couverture, on estimait que les parcelles étaient en échec, donc la technique ne fonctionnait pas. On a après déterminé une catégorie réussite, donc là c'est quand on est au-dessus de 2 tonnes de matière sèche et lorsqu'on a une couverture qui est comprise entre la note de 3 et 6.
Et puis, ce qu'on a appelé réussite plus, donc là, c'était vraiment la réussite maximale du couvert, où on est à plus de 2 tonnes de matière sèche produite et une très belle note de couverture. Donc voilà pour ce qu'on peut dire du réseau. Et du coup, quand on regarde un petit peu les résultats, donc déjà la partie, on va dire, conditions météo, conditions de ces 3 années d'expérimentation ou de tests et de suivi. On a pu regarder, l'avantage c'est qu'on avait des années climatiques très différentes, et malgré tout ça, on a pu voir que la pluviométrie semblerait favoriser la réussite du couvert. En revanche, les résultats ne sont pas forcément significatifs parce que je vous ai dit, on a un nombre de parcelles qui est un peu juste. Et voilà, il y a certaines parcelles qui, malgré peu de pluviométrie, ont quand même développé du couvert, et des parcelles qui ont reçu beaucoup de pluviométrie et qui n'ont pas eu un couvert développé. Donc voilà, ça semblerait être une tendance, mais qui aujourd'hui n'est pas complètement prouvée. Ce qui compte par contre, c'est évidemment les températures, donc des températures, on va dire, plutôt douces, mais pas élevées, pas trop chaudes, donc des températures favorables autour de 20-21 degrés, comparées à des années où on a pu avoir des températures à 26-27 qui sont vraiment défavorables au développement des couverts. Donc voilà pour les conditions météo, hein, qu'on a pu observer et tirer de ces parcelles. Tout ce qui va concerner les pratiques qui ont pu être aussi relevées, eh bien aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas forcément de conditions de réussite qui ont été identifiées via les pratiques menées sur ces parcelles. Et que du coup, derrière, on n'a pas forcément de conditions de faisabilité à préconiser. Ce qu'on sait, c'est quand même ça reste une technique très aléatoire, hein, dans les couverts qui ont été mis avant moisson. Aujourd'hui, on a un taux de réussite de 20% seulement. Donc voilà, c'est un peu compliqué aujourd'hui à dire quelles pratiques il faut mettre en place pour garantir en fait une levée et une réussite de ces couverts. Du coup, je vous ai remis quelques photos parce que je trouvais que c'était sympa. Donc moi, pour ma part, j'avais suivi 3 parcelles la même année, la semée en 2023, semée au drone. Donc sur ces 3 parcelles, il y a une seule parcelle qui a été en réussite. Donc là, voilà, vous avez la photo du drone, la photo aussi où on voit le drone à la période où il a semé. Donc on commençait à arriver à début de ses naissances, hein. On est à peu près un mois avant la moisson. Donc le blé commençait à arriver à ses naissances. Et du coup, là, l'avantage, c'est que c'est la seule parcelle cette année qui a fonctionné sur les 3 que j'ai pu semer dans différentes conditions, différents types de sols. Et alors moi, je l'explique, c'est qu'en fait, du coup, c'est la première parcelle qu'on ait fait. Le drone était mal calibré, il y avait un problème de trappe, et du coup, on a semé 2 fois la densité prévue. Donc du coup, c'est vrai que l'agriculteur était super content. Et après, voilà, c'est une question de budget, de coût de semence. Et puis, pareil, hein, du coup, le drone, ça reste un budget voilà, assez élevé. Et surtout s'il faut monter à 25 kilos au lieu de 12 kilos hectares de semences. Donc voilà, du coup, pour conclure sur cette technique, cette pratique semis avant moisson, évidemment, la technique est très aléatoire. Elle est aléatoire aujourd'hui, et que cette stratégie sera d'autant plus encore aléatoire du fait de l'augmentation des températures qu'on aura au printemps, puisqu'on sème des fois dès le mois de juin, donc qu'on aura dès le printemps, et puis surtout en été derrière. Donc je pense que ce sera plutôt une technique assez compromise dans l'avenir. Voilà ce que je pouvais dire sur cette pratique. Et du coup, on a aussi testé une pratique qui se fait beaucoup en agriculture de conservation des sols, mais pas que, c'est tout ce qui va être semis du couvert dans les 48 heures, 3 jours après la récolte. L'objectif de cette pratique, c'est de conserver l'humidité résiduelle qu'on a dès la récolte pour pouvoir faire germer un maximum de graines. Donc pareil, là, on a suivi 35 parcelles entre 2021 et 2023. 17% des parcelles étaient en agriculture biologique, et 75% étaient en semi-direct, hein. Je vous ai dit, c'est des pratiques qui sont très fortement utilisées en agriculture de conservation des sols. Sur les techniques des agriculteurs, du coup, il y avait 75% des parcelles qui ont reçu de la matière organique régulièrement. Et puis, les cultures étaient essentiellement des céréales à paille, hein. C'est vrai que c'est ce qui se pratique beaucoup. Et puis pour des dates de semis, selon la date de récolte de la culture, hein, on était entre mi-juin, si on a pu récolter des orges d'hiver tôt, et puis début août, hein, selon les saisons. Récolte 2023, on a pu des fois récolter un peu plus tard selon les conditions météo. L'objectif, c'était vraiment d'être au plus près de la moisson, quoi. Du coup, quand on regarde un petit peu, là aussi, pareil, on a pu évaluer les différents couverts en fonction des échecs et des réussites. Donc, on utilise toujours nos 2 critères que sont la biomasse et la couverture. Donc, les échecs, c'est toujours moins de 2 tonnes de matière sèche,
et une note de couverture assez faible. Et puis les réussites, elles ont, donc là on est plutôt entre 2 et 4 tonnes de matière sèche, hein, dans ce qu'on a estimé en tout cas comme réussite. Le taux de couverture ne change pas par rapport à la technique précédente, on est toujours sur des notes assez, voilà, de 3 à 6, donc une couverture quand même assez importante. Et puis les réussites plus, on a estimé que voilà, c'était vraiment au-dessus de 4 tonnes de matière sèche, où là on avait une super réussite du couvert. Du coup, quand on passe à la diapo suivante, donc là, on a pu regarder un petit peu au niveau des taux de levée ce qui s'est passé et on détecte quand même que le taux de levée, bah, c'est le facteur clé qui peut expliquer beaucoup de réussites et que en fonction justement de ces réussites, dès l'instant, enfin, on passe en parcelle réussite, donc avec 2 à 4 tonnes de matière sèche produite, dès l'instant qu'en fait, on a un taux de levée qui est supérieur à 20%, toute espèce confondue, hein, que ce soit les graminées, les légumineuses et les divers. Et on passe à 25% de réussite, de parcelles réussies, en tout cas, dès l'instant qu'on n'a pas de légumineuses dans le mélange. Donc c'est vrai que souvent, on l'entend aussi hein, dans les campagnes, c'est que les légumineuses en été, elles sont quand même assez compliquées à faire lever et à être présentes dans les couverts. Après, bah, on enfonce une porte ouverte, hein, c'est de se dire qu'un couvert aussi diversifié avec plus de 5 espèces de familles différentes, eh bien, ça nous entraîne des parcelles en réussite plus. C'est-à-dire que bah, plus on va diversifier notre mélange, meilleurs seront les résultats derrière et les biomasses produites. Donc là, vous avez un petit graphe, des petites images là par rapport à ce qui ont pu être testé. Donc on se rend compte que les graminées d'été bah, sont quand même enfin leur réussite est plutôt assez divers. On peut aussi les retrouver pas mal en échec, mais elles sont aussi très présentes dans les réussites. Et puis, on retrouve aussi beaucoup les astéracées qui peuvent être présentes. Et puis, on retrouve nos crucifères et d'autres espèces. Mais du coup, dans ces réussites, on a au moins 5, 6 espèces qui sont exprimées, quoi. Que dans les échecs, en général, on tourne autour de 3, 4 espèces exprimées. D'où l'intérêt de la diversité du couvert. Du coup, on s'est penché aussi sur les conditions météo par rapport à la pluviométrie et aux températures, qui sont forcément normalement impactantes pour le développement et la germination des couverts. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que les 2 semaines avant semis, bah, elles sont importantes. Et pour ça, il faut favoriser. En tout cas, il faut des températures plutôt favorables et pas trop chaudes, hein, des températures 25 degrés et moins, pour pouvoir garantir un bon développement, une bonne levée du couvert. Et puis, l'importance aussi de la pluviométrie qui semble améliorer là aussi le taux de levée avec, voilà, il faudrait à minima 5 mm de pluviométrie. Par contre, c'est sans effet significatif aujourd'hui par rapport au réseau de parcelles qu'on avait. On n'a pas pu vraiment le prouver. Mais voilà, à la fois, ça paraît logique et normal qu'il faille un peu de pluviométrie quand même, malgré qu'on utilise l'humidité résiduelle du sol. Donc voilà un petit peu ce qu'on a pu observer, hein. C'est pas forcément très nouveau, c'est des choses qu'on savait, mais en tout cas ça conforte nos discours qu'on peut avoir auprès des agriculteurs, voilà, d'avoir des densités, des taux de levée assez importants et un couvert plutôt varié, des conditions météo derrière qui seraient plutôt favorables à la germination de graines, toutes graines confondues, quoi. Donc cette pratique, après, on peut se poser la question demain, avec les changements climatiques, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est un petit peu comme la pratique avant semis. On se trouve sur des conditions d'été qui vont être modifiées, qui vont devenir de plus en plus aléatoires parce qu'on va avoir des augmentations de température en été et que cette stratégie sera certainement moins régulière et moins réussie, certainement. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Et s'il y a des questions, bah, n'hésitez pas ou dans le chat à poser des questions sur ces pratiques. Du coup, Aline, si tu veux reprendre la main, présenter Ouais, les on peut fiches, en on parle. profiter pour vous annoncer que d'ici quelques jours, les différents supports de synthèse de ces travaux seront disponibles sur notre site internet et sur le site internet du projet. Donc, vous avez vu différents visuels hein, qui sont repris dans des fiches recto verso, une par stratégie, et puis également d'ici quelques semaines dans des petites vidéos animées et des diaporamas commentés, de manière à ce que les résultats puissent être réutilisés largement dans, auprès de différents publics.
Je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. C'est le Pour moment. l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, Aline. Mais n'hésitez pas, hein, c'est vrai que si vous avez des questions méthodo ou sur les résultats en tant que tels, hum, n'hésitez pas à en faire part aux intervenants. Alors, Continue. s'il n'y a pas de questions pour l'instant, eh bien, je propose qu'on poursuive et qu'on laisse la parole à Thomas, et puis que, bah, du coup, on prenne un temps de questions un petit peu plus long si nécessaire à la fin de la présentation de Thomas. Du coup, je te laisse la parole. Donc bonjour. Donc je prends la suite sur une stratégie qu'on a plus travaillé donc avec les trois GAP donc de Vendée, de Loire-Atlantique et puis de Mayenne. Euh, donc la stratégie c'était le semis de couvert en même temps que la culture d'automne. Alors pour remettre un peu le contexte, pourquoi les agriculteurs voulaient travailler ça, c'était notamment parce qu'ils avaient trop d'échecs d'implantation d'été après la moisson ou quoi. Et donc du coup, ils s'étaient dit, bah voilà, si on implante dès le semis, ben au moins l'engrais vert entre guillemets pousse en même temps que la culture et on a peut-être plus de chances d'avoir quelque chose après la moisson. Donc la première chose, un peu comme disait Florence, hein, les éléments de semis sont évidemment centraux. Donc la première chose qu'on voit là en haut à gauche avec les trois petits trèfles plus ou moins remplis, c'est que vous voyez, comme on sait, de toute façon les gens qui sèment des prairies savent bien que les trèfles associés donc dans les prairies sont plutôt à semer tôt et superficiellement. Et donc là on voit que les semis profonds en octobre voire novembre, et ben en fait réussissent rarement, notamment quand ils sont dans la même trémie. Alors là il y a 0% de réussite, il y a quand même quelques réussites, mais voilà, dans le jeu de données final, on en avait 0%, mais c'est une tendance qui est quand même assez lourde. Et après, on voit, comme ça d'ailleurs été montré à Torigné d'Anjou ou ailleurs, hein, que les deux options plus intéressantes, donc la technique du double caisson, tout simplement, donc voilà, une trémie pour enfin un caisson pour le blé qui est positionné un petit peu plus profondément, enfin la céréale, voire le protéagineux avec, et puis donc la petite graine de trèfle un petit peu plus en superficie, quoi. Et sinon, carrément la technique à la volée, juste avant ou juste après le semis de la céréale, quoi. Donc ce qu'on voit aussi qui est important, encore une fois c'est un peu une porte ouverte, hein, en bas à gauche vous voyez un graphique et donc on voit que la réussite au final du couvert, échec ou réussite plus, avec toujours les indicateurs biomasse et couverture pour dire si c'est une réussite ou réussite plus, et ben on voit que c'est tout simplement le peuplement à la levée et donc les résultats qui sortent c'est de viser à peu près autour de 160 pieds au final et pour ça de faire une densité de semis autour de 450-500 grains, ce qui correspond à peu près à 3,5 kg, 4 kg, on va dire, de trèfle. Je sais qu'en tout cas, dans notre groupe, ce qui est resté, il y a eu beaucoup d'essais 0, 3, 6 kg, et le 3 kg est resté. Et il y a un petit peu l'idée de se dire, de toute façon, soit ça marche ou ça marche pas. En haut à droite, vous avez le taux de réussite. D'ailleurs, j'aurais pu commencer par là. On est à moitié de réussite, donc il y a quand même un facteur aléatoire important. Mais du coup, il y a un peu cette idée que ça marche ou pas, ce sera un peu les conditions de semis et les modalités de semis. Et donc, on est semé entre guillemets fort ou pas fort. En fait, il y a assez de graines pour que ça marche si les conditions le permettent, quoi. Donc on a quand même des belles choses en résultat, on voit la photo. Donc ça c'est une photo prise en Vendée et donc également en Mayenne, on peut voir des choses comme ça quand ça réussit bien. Donc les agriculteurs sont plutôt très satisfaits en ayant ça, quoi. Y compris sur les rendements des céréales après. Donc si on peut passer d'un point de vue plus climatique. Donc cette même stratégie, hein, on voit que, eh bien, ce qui va, comment dire, influencer, bah, c'est tout simplement des températures assez chaudes. En fait, vu qu'on sème assez tard, on sait qu'on est en limite de semis du trèfle. Souvent, les fiches techniques, elles disent pas de semis de trèfle après le 15 octobre. Et donc, on voit qu'en fait, bah, c'était toujours moi une question que je me posais un peu, est-ce que c'est la lumière ou la température? Bah voilà, c'est des graines qui ont besoin de température pour germer quand même. Et donc voilà, plus on s'éloigne du 15 octobre, au final, c'est surtout enfin la température du sol à ce moment-là qui va jouer, évidemment. Et du coup, de ce point de vue-là, dans cette perspective un peu de est-ce que c'est une bonne adaptation au changement climatique, en tout cas, est-ce que c'est adapté aux perspectives qu'on a aujourd'hui, et vu qu'on a quand même une augmentation des températures, voilà
ce semis peut être pertinent, quoi. Après, il y a la question de l'eau. Là, c'est toujours un peu pareil. Il faut de l'eau pour que ça lève, comme on le voit un petit peu à gauche. Là, on voit que les réussites, bah, c'est plutôt là où il y a eu pas mal d'eau, plutôt que les automnes et les printemps vraiment secs. Et du coup, bah, là, c'est la question aussi de l'excès d'eau qui peut entraîner une hydromorphie quand même et poser des problèmes d'implantation, quoi. Donc voilà pour ce que je peux dire en plus en complément. La petite limite, c'est quand même par rapport, si je reviens sur le côté double trémie, je sais qu'en tout cas dans notre groupe, ben, la majorité n'ont pas de double trémie en fait disponible. Et donc du coup, ça les oblige à faire des choses bah, plutôt comme je disais, semis à la volée et semoir céréales. Ou alors il y en a même qui passent deux fois le semoir à céréales pour semer bah, deux profondeurs différentes. Et quand même quelques-uns qui continuent de semer le tout mélangé dans la même trémie, quoi. Donc voilà. Et pour la stratégie printemps, donc là c'est la même idée, mais c'est de se dire voilà, on sème au moment d'un binage ou d'une herséterie en sortie hiver. Dans la culture d'automne, elle se met en octobre-novembre, quoi. Donc là, on voit donc on est à 59% de réussite. Donc vous voyez, toujours assez aléatoire, mais un petit peu mieux quand même. Voilà. On voit donc par rapport aux espèces à gauche que donc le trèfle blanc reste l'espèce la plus marquée au niveau des réussites. Il y a voilà d'autres trèfles et des luzernes qui ont aussi été testés, mais le trèfle blanc reste d'ailleurs comme la technique précédente, hein, reste vraiment la plante la plus plébiscitée encore aujourd'hui. Et notamment, alors là c'est plus pour l'automne parce que bah, quand on met un trèfle violet évidemment dans une culture d'automne ou semi-d'automne, bah, il y a des risques de concurrence et de montée du trèfle violet beaucoup plus importants. Donc voilà, on va plus chercher les trèfles blancs nains, quoi. Voilà. Et après, donc sur la question sur ce semi-sortie hiver, il y a vraiment évidemment la question centrale de l'interrang des céréales et du binage. Et donc c'est un petit peu les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'un interrang élevé est présent quand on sait qu'on va biner. Et en même temps, du coup, le binage, voilà, favorise aussi peut-être bah, par rapport, voilà, on remet peut-être un petit peu de terre ou quoi. Enfin, donc en tout cas, c'est vraiment, on voit là que un écartement large à gauche, vous voyez, supérieur à 20 cm, ben, on a une note de couverture qui est souvent plus importante, quoi. Donc voilà. Moi, pour dire dans le groupe, ceux qui continuent à faire du semis au printemps, c'est ceux qui binent, quoi. Et les autres sont plutôt sur du semis d'automne. Donc en fait, les deux sont un peu corrélés. Enfin, je dirais la date de semis et, euh, et quelque part la stratégie de binage ou pas des céréales sont reliés, quoi. Donc voilà. Et sur la partie plus climatique, eh ben c'est pareil. L'augmentation des températures de printemps serait plutôt favorable, hein, parce que ben, c'est un semis qui a lieu en sortie hiver. Donc voilà, sur février, mi-février, mi-mars en gros, la plupart du temps. Donc s'il fait un petit peu plus chaud, c'est positif. Et après, bah, il y a la question de l'eau. On voit que c'est une technique qui est quand même capable de résister à des sécheresses estivales, même si je sais que moi dans le groupe, en gros, ceux qui testent ça, c'est ceux qui ont des limons sableux. En gros, pour résumer, ils sèment pas au printemps parce que là, c'est la légumineuse part. Et ceux qui ont des sols plutôt humides peuvent se le permettre. Et ceux qui ont des sols limoneux-sableux, eux, vont semer plutôt à l'automne. Donc voilà, même si on n'a pas réussi à les mettre trop en évidence dans le projet, moi, c'est un petit peu la tendance qu'on a au niveau départemental. Et donc pareil, il y a quand même cette question de l'excès d'eau, voilà, qui empêchera bah, la mise en place. On sait bien avec des hivers comme on vient d'avoir 23-24, bah, l'entrée dans les champs en février-mars est beaucoup plus compliquée. Donc voilà, cette technique est quand même assez aléatoire de ce point de vue-là, quoi. Après, ce que je peux dire aussi un petit peu pour conclure, encore une fois, vis-à-vis bah, notamment en fait, bah, quelque chose déjà, comme tu disais, Florence, on enfonce des portes ouvertes, mais quelque part, on affine, hein, tout simplement. Et c'est que, de toute façon, on est dans un point central, en fait, c'est que là, on est vraiment dans des cas où on est dans une association de quasiment, donc souvent, nous, on avait des blés purs ou des blés févroles, mais on rajoute une espèce. Et donc, on sait bien que à partir de ce moment-là, vu qu'elles vont être longtemps la plante compagne et la culture en parallèle, et ben du coup, il y a toujours l'équilibre, je dirais, bénéfice et compétition qui entre en jeu. Et moi, ce que j'ai vu qui était intéressant, c'est des années sèches. On a oublié, mais quand même, février 2023, il y avait eu 0 mm d'eau. Donc des années sèches, en fait, on a quand même un impact. Quand il y a un semis à l'automne, on voit qu'il y a une concurrence hydrique quand même, quand il y a un bon tapis de trèfle au niveau de février, mars, avril, qui va un petit peu pénaliser le rendement de la céréale. Donc comme je dis, dans le cas d'un semis d'automne avec un printemps après sec. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que je sais que chez un agriculteur qui a bien suivi ça finement, on voyait aussi bah, que ce trèfle très développé
développé, quelque part, était un très bon apport d'azote pour la céréale suivante. Et donc, c'est toujours un petit peu ça, dans le cas des SIMS, des cultures intermédiaires multiservices ou des plants de campagne multiservices, et ben en fait, voilà, l'équilibre concurrence-bénéfice est souvent un petit peu, je dirais, flou, et en fait, en fonction des conditions météo, on bascule de l'un à l'autre. Mais ce que je trouve intéressant, de ce point de vue-là, c'est de se dire que si on se projette un peu, on se mouille un peu d'un point de vue changement climatique, on voit que a priori, il y aura plutôt autant ou voire plus d'eau l'hiver, donc plutôt les risques de sécheresse de début de printemps sont pas forcément ce qu'on nous indique. Et par contre, on sait que dans le cas de la céréale bio, comment dire, le manque d'azote, c'est un facteur clé numéro un. Donc quand même, le fait d'avoir un trèfle assez bien développé, c'est quand même quelque chose de positif, quoi. Et juste un mot de conclusion, donc, comme je disais là sur le groupe, là, j'ai refait un petit sondage justement hier. Sur le groupe, j'ai eu 7 réponses de personnes qui continuaient ces pratiques de trèfle encore aujourd'hui. Et pour vous dire, donc il y en avait quand même donc 6 qui restaient à l'automne et une au printemps, comme je disais, et 4 avec des trèfles blancs, un avec du trèfle incarnat et un avec du trèfle incarnat, trèfle violet, mais des céréales concurrentielles type avoine ou seigle, quoi. Donc ce que je trouve intéressant, c'est que c'était aussi d'un point de vue méthodologie, je dirais, c'est que c'était quand même un projet de recherche, mais très appliqué avec les agris, et de voir que, voilà, je trouve qu'on a été utile aux agris, ils continuent, ils affinent dans leur contexte, évidemment, mais c'est en tout cas, malgré les taux de réussite qui sont un petit peu décevants, là on voit 50-60%, on pourrait se dire, bon, les agris arrêtent, et en fait non, les agris continuent, quoi. Voilà. Merci Thomas. Euh, Effectivement, je pense que tu as bien conclu là ce qu'on a fait sur sur le réseau de parcelles. L'idée, c'était de capitaliser les expériences des agriculteurs pour en tirer des conclusions. Aujourd'hui, voilà les conclusions qu'on en tire, mais ça a aussi permis aux agriculteurs et aux conseillers qui les ont accompagnés de progresser dans la connaissance et la maîtrise de ces différentes stratégies. Donc, je pense que c'est aussi un des acquis du projet. Il y a une petite question pour toi, Thomas, dans le chat. Quand tu parles des semis profonds, avoir une petite précision, est-ce que c'est 3, 4 ou 5 centimètres ou plus? Et en complément, on te demande s'il y avait des semis précoces en septembre. Alors, pour moi, oui, voilà, semi-profond, c'est le semis à la même profondeur que la céréale, donc on va dire autour de 4 centimètres en gros. Et les semis superficiels, c'est justement de se dire des graines en vraiment en superficie, 1-2 centimètres, voire volées, quoi. C'était un peu ça la différence. Après, forcément, vu qu'on est justement sur des essais, c'est à la fois l'intérêt de travailler avec les agris, enfin, il y en a beaucoup et je pense qu'on est tous convaincus, mais la limite, c'est aussi que chaque agriculteur a un matériel différent, il fait différemment chaque année. Donc, on n'a pas non plus, comme dans une expé factorielle, vraiment 20 essais avec 2 centimètres, 20 essais avec les mêmes conditions la même année, mais 4 centimètres. Donc, les conclusions, voilà, c'est un mélange, mais c'est une tendance, en tout cas, si possible. Ce qu'on voyait, c'est semer assez tôt quand même pour avoir les températures. Nous, dans le Climavège, on traduit par les températures, mais pour un agriculteur au niveau du choix décisionnel, statistiquement, plus on avance dans l'hiver, plus il fait froid. Enfin, plus on. Donc du coup, le semis précoce paraît quand même, comment dire, fiabiliser le semis du trèfle. Il y a ce côté profondeur et il y a le côté du roulage aussi. Mais là, à nouveau, moi, je trouve ça intéressant, les choses un peu antagonistes, c'est que le roulage va favoriser la levée du trèfle, c'est ce qui ressortait un peu. Mais en même temps, on sait que ça favorise la levée des adventices, notamment des dicotes avec le blé, donc c'est aussi un petit peu border, quoi. Et du coup, l'autre question sur les semis précoces, à ma connaissance, non, j'ai pas de souvenir là-dessus. On les teste, mais pas dans Climavèche. Je sais pas si Julien Bourriga qui est présent, t'as un souvenir, ou Aline ou d'autres là-dessus. Moi, de mon côté, non, c'est pas quelque chose qui est ressorti dans les facteurs qu'on a pu analyser en tout cas. Julien? Ouais, je confirme. Moi, j'ai également suivi quelques parcelles dans le 44 et il n'y a pas eu de semis très précoces au mois de septembre, mais plutôt des semis, voilà, première quinzaine d'octobre pour les semis les plus précoces.
Donc, de toute façon, mais ça irait probablement dans le sens donc d'une température plus chaude, donc quelque chose de plus favorable au trèfle. Et traditionnellement, on sait bien que les trèfles sont semés sur septembre-octobre. Voilà. Après, aussi une petite limite peut-être de notre travail, c'est que la réussite, c'est aussi surtout en fonction du couvert, de la réussite du couvert. Mais comme je disais tout à l'heure, bah, en fait, un semis plus précoce pourrait favoriser encore plus le trèfle. Mais à un moment, est-ce qu'on va pas justement rentrer dans une concurrence trop accrue de la céréale. Donc, c'est toujours cette question-là. Ouais, comme toujours, une question de compromis. Il y a Il y a une une autre question. question sur les techniques utilisées pour le semis au printemps. Pardon Solène, je t'ai coupé la chic. Très bien. Les deux techniques que moi j'ai pu constater pour des semis au printemps, c'est soit des semis à la volée, soit des semis à la volée, mais sur des équipements de désherbage mécanique type RC-Tri. Donc des personnes qui ont des semoirs et qui profitent du passage de RC-Tri pour semer les trèfles. Je sais que dans les autres départements, il y a aussi eu d'autres types de semis au printemps, de mémoire, au semoir directement. Vous m'entendez? Allô, Oui, allô? Ouais. C'est Samuel au Gap Vendée. On a fait des suivis, effectivement, pour rebondir sur ce que dit Julien. Nous, notamment dans la plaine vendéenne, là, je pense qu'il y a des fermes qui sont quand même pas mal équipées. Et notamment, ce qui marche le mieux, entre guillemets, c'est après un binage, de venir semer avec une rampe de semis et donc un semoir avec des roues plombeuses qui viennent bien mettre le trèfle de manière homogène à la bonne profondeur et un bon rappui de la ligne de semis. Et ça fait le travail qui semblait, même s'il n'y avait pas assez de répétitions pour pouvoir vraiment le prouver par des chiffres, mais c'est ce qui semble, à dire d'expert, être le plus efficace, quoi, pour une bonne levée. merci Saïd. Je ne sais pas s'il y a encore des questions qu'on n'a pas traitées, Solène. Non, c'est bon. Les Non, c'est questions, bon. ouais, c'est bon. Ok. Alors du coup, peut-être avant de passer à la suite pour faire la transition, la transition avec la présentation plutôt résultat XP de Céline sur la stratégie, les stratégies qu'ont présenté Florence et Thomas, on avait également un essai en ferme expérimentale, donc sur la ferme expérimentale de Torigné d'Anjou, donc qui a suivi trois de ces quatre stratégies pendant les 3 années du projet et les résultats sont encore en cours d'analyse. Voilà, mais du coup, on avait là on va dire les biais qui ont été identifiés avec un réseau de parcelles. On a également, du coup, en complément des résultats de plateforme XP avec les biais d'une plateforme XP et enfin de plateformes XP qui sont par exemple l'absence de levée une année qui peut venir impacter l'analyse des résultats pluriannuels. Voilà. Mais donc des résultats complémentaires sur cette stratégie-là seront disponibles. Donc idem, je ne reviens pas sur la parution des fiches qui va arriver dans les prochains jours. Et je laisse la parole maintenant à Céline pour nous parler des résultats de l'essai de la ferme expérimentale des établières. Du coup, c'est un essai qui était à la ferme expérimentale des établières à La Roche-sur-Yon. Et là, l'objectif, c'était d'implanter un couvert avec différents écartements de maïs. Donc, dans l'objectif d'optimiser la couverture du sol au moment de la culture de maïs, mais aussi, surtout après, d'avoir un couvert déjà implanté au moment de la récolte du maïs. Donc c'est un essai qui a été fait en plusieurs bandes, qui ont été répétées 3 fois. On a eu 3 modalités d'interrang. Donc 37,5 pour le maïs, 37,5, 75 cm et 1,50 m, sachant que pour la modalité 1,50 m, il y avait à chaque fois 2 rangs écartés de 20 cm, puis un interrang d'1,50 m, 2 rangs écartés de 20 cm, un interrang d'1,50 m. Donc on était sur une structure un peu différente.
Pour le maïs, il était semé fin avril. Il y avait un désherbage prélevé directement après le semis. Et le couvert était semé un mois et demi après, donc on arrivait à peu près début juin, sur la moitié des modalités. Donc on a gardé toute une partie du maïs sans couvert pour pouvoir comparer. Et dans le couvert, il y avait du trèfle blanc, du trèfle violet, du trèfle d'Alexandrie et du fenugrec. Tu peux passer encore, je pense qu'il y a une animation. Voilà, c'était juste pour vous montrer à quoi ça. Non, à quoi ça ressemblait le maïs à écartement 150 cm. Donc on a bien deux rangs côte à côte serrés, puis un écartement de 1,50 m et on enchaîne comme ça sur toute la bande. C'est bon. Par rapport à l'écartement, donc là c'est les résultats de rendement sur le maïs sans couvert. Donc vous avez les différents écartements testés et les 3 années d'essai. Donc ce qu'on a vu, c'est qu'au final, c'est l'écartement à 75 cm qui ressortait à chaque fois avec le meilleur rendement, même si des fois on n'a pas des écarts très très élevés. Et que du coup, cette structure avec 1,50 m d'écartement et deux rangs serrés, elle, dans l'idée, ça aurait pu permettre d'augmenter la captation de la lumière par les maïs, mais ça n'a pas vraiment eu l'effet qu'on pouvait attendre sur le rendement. C'est bon. Et sur les couverts, alors on n'a pas vraiment de résultats puisqu'au final ça a été assez compliqué. Donc ça a assez bien réussi la première année, donc 2021, mais on a eu des petits soucis de réglage des densités. Du coup, on a semé à très forte densité. Là, vous avez les biomasses un mois après la récolte du maïs. Donc on est autour de voilà, 1,5 tonne pour l'écartement 75 et 37,5. Et par contre, on arrive à 3,4 tonnes pour l'écartement à 150 cm. Donc là, on avait quand même un effet plus de lumière pour le couvert à grand écartement de maïs. C'est des résultats qu'on n'a pas pu confirmer sur les autres années, puisqu'en 2022, on a eu des conditions particulièrement sèches et puis des orages qui ont fait que on a eu de la phytotoxicité du désherbage en prélevé sur le couvert qui a été semé après, et donc on n'a pas eu du tout de levée du couvert. En 2023, on a d'explications moins claires, mais on n'a pas eu non plus de réussite de levée du couvert. Donc on reste quand même sur quelque chose d'assez aléatoire et difficile à mettre en œuvre. Et tu peux passer. Donc c'est juste pour vous montrer. Vous avez les différents écartements. Donc à gauche 37,5, au milieu 75 et à droite 150 cm. Donc c'est l'état du couvert pendant la culture du maïs. Et si on passe sur celle d'après, on a le couvert. Donc les trois photos en haut, c'est pareil, les trois écartements au moment de la récolte. Et en dessous un mois après la récolte. Donc là, donc c'est toujours pour 2021. Donc la seule année où on a réussi à faire lever le couvert. Mais là, cette année-là, on avait bien un couvert et on a bien un couvert qui est resté en place et qui s'est développé après la récolte du maïs. Donc ce qu'on retient finalement, c'est que sur cette technique, on a une grosse difficulté dans la gestion du désherbage. Donc soit on allège le désherbage pour éviter la phytotoxicité sur le couvert, et dans ce cas-là, on prend le risque d'avoir un salissement important, sachant que du coup, on n'a pas d'autre solution que juste le prélever. Donc en fait, on ne peut pas passer en post-levé, sinon on détruit le couvert. Soit on désherbe, enfin on met la priorité sur le désherbage, et dans ce cas-là, on pénalise la levée du couvert avec le risque d'avoir semé un couvert qui finalement ne lève jamais. Ensuite, sur les écartements, on a vu que des écartements plus grands ou plus petits, en tout cas dans les années d'essai, ont plutôt pénalisé le rendement que favorisé. Et à part la première année, on n'a pas vu de meilleure implantation du couvert, même dans les écartements plus grands. Et donc, on est sur une réussite du couvert qui est assez aléatoire. On a réussi en 2021, mais aussi avec une très forte densité qui n'était pas celle prévue. Donc, voilà, on est sur une technique qui n'est pas encore vraiment maîtrisée. Merci Céline. Est-ce qu'il y a des questions sur cette stratégie qu'on a testée dans le cadre du projet? Peut-être ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est une stratégie qui a également été testée qui a également été mise en place par
des agriculteurs est suivi dans le cadre du réseau de parcelles, mais avec une énorme variabilité des pratiques agriculteurs et du coup au regard du nombre de parcelles suivies, ça nous permet pas de tirer des conclusions fiables sur cette stratégie. Voilà. Juste un mot, je sais Thomas? que chez nous, il y a eu un essai sur le tournesol en 150 et en fait la conclusion elle a été assez simple, c'est que en fait un printemps sec doublait le nombre, la population de tournesols sur un même rang. En fait, même si le tournesol est plus résilient à la sécheresse que le maïs, bah en fait c'était cata niveau rendement, donc en concurrence intraspécifique quoi. Il y a juste une question qui est arrivée dans le chat. C'était pour Oui. savoir si les rendements présentés étaient statistiquement différents. Non. Du coup, la question de savoir si ça vaut le coup d'investir pour changer de machine. Ah, et avoir un écartement à 75. Alors, je sais pas du coup par rapport à quel autre écartement. Parce que là, 75, on est quand même sur un SMIC classique maïs. Enfin, moi, j'aurais plutôt dit que du coup, ça vaut pas le coup de chercher un autre écartement que celui qui est fait classiquement. En tout cas, au vu des résultats que nous, on a eu là dans les essais. Ouais, Oui, Alexis, tu veux Alexis. compléter Il y sur a la aussi partie. du 50 qui se fait sur le terrain, donc c'est peut-être ça la Ok. question, c'est de passer, mais il n'a pas été testé le 50 versus 75. Je sais pas si Non, c'est ça la question. peut-être, ouais. Oui, là, on Ouais. était sur du 37,5, donc on est encore plus petit, encore plus serré. Ouais, Alexis. Oui, en fait, je voulais compléter que nous, c'est une stratégie qu'on a beaucoup suivie donc, dans les CUMA. Et ce qu'on constate, c'est que ça se développe pas plus que ça. Nous, ce qu'on a suivi, c'était beaucoup d'écartements réduits, mais il n'y avait pas de couverts végétaux, enfin, il n'y avait pas de couverts entre les rangs. Et ce qu'on constate, en fait, c'est aussi des difficultés de désherbage parce que euh, dans une culture de maïs, ce qui est compliqué, c'est le désherbage du rang. Et donc, on sème à écartement réduit, notamment à 37,5 ou 50. On va multiplier le nombre de rangs et donc on va aussi complexifier les interventions de binage derrière, quoi. Donc, c'est aussi peut-être pour cette raison-là que c'est une stratégie qui développe pas plus que ça, notamment pour les questions de désherbage du rang. Merci de ces compléments. Ah, est-ce qu'on a fait le tour des questions qu'il y avait sur cette stratégie-là? Oui, je crois. Je pense que tu peux passer à la Ouais. suite. Ok, donc du coup on va passer à la dernière partie. Donc en fait là on va encore on va de nouveau changer d'échelle. Là on va parler de la réflexion à l'échelle du système. Donc on a souhaité dans le cadre de cette tâche-là travailler sur finalement la combinaison de leviers. Pour maximiser la couverture du sol et également, comme l'a aussi souligné Thomas notamment, on cherche souvent le compromis sur ces différentes stratégies et l'atteinte d'objectifs qui peuvent être parfois différents. Voilà, du coup, on cherche on cherche à combiner des objectifs. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est travailler à cette combinaison. Donc, on s'est placé dans une situation qui était au début peut-être un cas d'étude, donc avec la ferme expérimentale des établières. Donc on a travaillé à la construction de différents systèmes de culture qui répondent à des objectifs qui nous avaient été fixés par la ferme des établières, donc en Vendée. Euh, et l'idée a été de concevoir différents systèmes de culture qui répondaient à ces enjeux et de les évaluer pour voir s'ils permettaient effectivement d'atteindre les objectifs de la ferme ainsi que les objectifs du projet
projet. Donc, on a eu différentes étapes dans ce travail-là. Donc, je vais vous les présenter rapidement. Et puis ensuite, Sixtine nous montrera, nous expliquera un petit peu comment ils ont pu revaloriser ces résultats dans la vraie vie de la ferme expérimentale. Voilà, la première phase, ça a été la co-conception de ces systèmes de culture, donc conception multi-acteurs avec comme objectif d'ouvrir un peu le champ des possibles sur l'évolution des systèmes de culture, qui a eu lieu au sein d'un atelier dans lequel on est parti des systèmes de culture existants sur la ferme, un système irrigué, un système sec, et puis pour lesquels il y a eu différents groupes de travail qui ont permis au sein d'une journée de construire deux nouveaux systèmes irrigués et puis un système innovant sec. Ça s'est traduit, voilà, de manière opérationnelle par une phosphoration collective avec plus d'une vingtaine de personnes qui se sont impliquées pour réfléchir à de nouveaux systèmes, du coup à de nouvelles successions de cultures pour soit en irrigué, soit en sec. Alors, je ne vais pas vous présenter les résultats parce qu'il nous faudrait bien plus de temps que le temps disponible ce matin. On va continuer de dérouler la méthode. Donc, à partir de tout ce qui a été construit lors de cet atelier, on a évalué ce travail-là. On a évalué l'atteinte des objectifs. Donc, est-ce on avait fixé les objectifs qui sont ici, donc améliorer l'efficience de l'eau, donc par la couverture des sols, mais aussi en termes d'autonomie alimentaire, maximiser le pâturage, vraiment définir des besoins, une part de maïs dans l'assolement, et puis maximiser aussi l'autonomie protéique et consommer du grain. Et puis simplifier et limiter le travail du sol. Pour ça, on a défini différents indicateurs pour chacun de ces objectifs, autour de la couverture des sols, de l'efficience de l'eau, de l'autonomie alimentaire et protéique, donc avec des indicateurs, et puis autour du travail du sol. Donc, on a passé à la moulinette ces différents les différents systèmes qui ont été construits. Alors, juste pour vous dire quelques mots de ces systèmes, on a mobilisé différents leviers, que ce soit l'allongement de la rotation, l'intégration de nouvelles cultures, alors type luzerne, sorgho multicoupe, colza associé, la généralisation de pratiques qui commençaient à être mises en œuvre de métail. Et puis, il y a eu également des réflexions sur la gestion des couverts par le pâturage, le semis de double couvert dans les intercultures longues, etc. Donc, tous ces leviers ont été décrits et puis pour aboutir voilà, à une succession un petit peu comme celle qui est présentée ici. Et c'est ça qui a été évalué et passé à la moulinette de différents outils qui nous ont permis de vérifier si les indicateurs, si les objectifs qu'on avait fixés étaient atteints. Alors, je vous le passe très rapidement. Les objectifs qu'on avait fixés avec toute la série d'indicateurs que je vous ai présentés avant ont été atteints. Donc là, c'était plutôt positif. Et on a également mis en place ce qu'on appelle une évaluation multicritère, c'est-à-dire qu'on a regardé bien au-delà des indicateurs qu'on s'était fixés, des objectifs qu'on s'était fixés, on a regardé des indicateurs économiques, temps de travail, indicateurs environnementaux, etc., de manière à identifier finalement les points forts et les points faibles de ces systèmes. Donc voilà les résultats pour chacun des systèmes. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais ça nous a permis finalement d'identifier des points forts et des points à améliorer pour les systèmes qui ont été construits. Ça nous a permis d'identifier des pistes d'amélioration
notamment en amont de ce qui pourrait être mis en œuvre sur l'exploitation. Donc une fois que j'ai présenté ça dans les très grandes lignes, je vais laisser Sixtine nous dire finalement comment vous vous êtes saisi de cette démarche sur la ferme expé. Bonjour à tous. Donc nous, à la ferme expérimentale des Établières, en fait, on avait des gros chantiers en cours puisqu'on a doublé la surface d'exploitation de la ferme. Et donc, on avait 150 hectares en plus à gérer, ce qui posait de nombreuses questions sur qu'est-ce qu'on allait mettre en place et où on voulait aller. Et donc, l'idée de la co-conception, ça nous intéressait beaucoup parce que notre vocation, c'est de mettre en place des techniques qui permettent de faire évoluer l'agriculture et en tout cas qui permettent de créer des références pour les autres agriculteurs. Et donc l'idée là, c'était aussi d'aller réfléchir avec d'autres agriculteurs, avec d'autres conseillers, etc., à ce que pourrait être la ferme des Établières demain et donc un assolement demain, on va dire. Avec donc des réflexions autour des rotations, ça nous a permis de mettre plusieurs cerveaux à contribution pour phosphorer sur plein d'idées hyper intéressantes. Et en fait, une fois que le rapport nous a été rendu avec on est bien sûr partie intégrante dans la réflexion, hein. On n'a pas laissé faire le travail et voilà. Et donc une fois qu'on nous a donné tous les éléments avec tous les indicateurs, les évaluations multicritères, etc. Et ben on a déjà plus approfondi le travail avec ce qui était OK, on va dire, par rapport aux moyens de la ferme, donc moyens humains, moyens économiques, etc. Ce qui était OK à court terme, ce qui potentiellement était mieux à long terme, ce qu'on pouvait pas mettre en œuvre, etc. Et donc on a retravaillé, nous, avec l'équipe et puis avec d'autres conseillers qui gravitent autour de la ferme, sur des rations. Et on est arrivé à des rotations, des formations professionnelles de polyculture, élevage. Et donc des rotations, donc une en irrigué, une en sec, qui correspondent à nos attentes actuelles, puisque nous passons en agriculture de conservation des sols. Donc voilà, le travail nous a permis déjà d'atteindre une rotation cible avec des possibilités de modification. Voilà, une culture de printemps, c'est le maïs, mais demain, si on a plus de surface à mettre au printemps, et ben on peut jouer sur d'autres cultures, hein, sorgho, etc. Donc ça nous a permis de vraiment caler ça, et nous on va s'appuyer là-dessus pour le futur de la mise en place, enfin de la transition vers l'agriculture de conservation des sols. Et donc on a commencé à mettre en place cette rotation à la ferme. Merci Sixtine. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. On a été assez vite sur cette partie qui est peut-être un peu complexe. On avait aussi, alors au-delà finalement des retombées assez opérationnelles pour la ferme expé, on avait aussi quand même nous une visée méthodologique autour de cette tâche-là. Qui va se concrétiser notamment dans un support qui est en train d'être finalisé, qui présente les différentes démarches de co-conception qui ont été mises en œuvre dans le cadre du projet Climavèche, qu'on est en train de finaliser avec le sous-projet 1. Donc voilà, il y a quelques éléments plus méthodaux qui vont être qui vont ressortir de ce travail.